très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Suite à l'incendie du marché rose de Bamako, survenu le 11 décembre dernier, les actions de solidarité se poursuivent à l'endroit des victimes du sinistre. Le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire et celui en charge de la décentralisation ont remis un chèque de 250 millions à la mairie du district de Bamako pour soutenir les sinistrés de l'incendie. Fatoumata Yaya Kane et Draman Mali. Un chèque géant de 250 millions de francs CFA est remis par le ministre de la Solidarité et son homologue de la décentralisation au nom du président de la République aux victimes de l'incendie survenu le 11 décembre 2017 au marché rose de Bamako. Cet élan de solidarité des plus hautes autorités à l'endroit des commerçants est salutaire. L'occasion était bonne pour le maire du district de Bamako de rendre un hommage au gouvernement de la République pour ses actions de partage et lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté afin de venir en aide aux sinistrés. Si grave soit-il, quand les uns et les autres, les victimes, se voient accompagnés par les plus hautes autorités, je pense effectivement que ça peut agir, ça peut adoucir un peu le cœur. Ensemble, restons à côté de ces sinistrés, restons à côté des grands donateurs pour davantage demander à l'ensemble du peuple malien de venir en solidarité agissant vis-à-vis de ses victimes. Pour le ministre de la Solidarité, ce geste est un soulagement et non de reconstruction. Il a signalé que la douleur est un acte à partager. C'est le message que le président de la République a donné en disant « Utilisez tous les moyens, allez-y le plus rapidement possible à défaut de rétablir tout le monde dans les situations d'avant, de créer au moins les conditions pour que ces victimes du sinistre du marché rose puissent continuer à pratiquer leur emploi. Et les 250 millions que nous venons de remettre sont le témoignage financier de cette solidarité que le gouvernement apporte. Le gouvernement, par le président de la République, qui est le chef de l'État, et le Premier ministre qui aime beaucoup à ce que chaque membre de la société malienne, chaque citoyen puisse apporter sa pierre et de manière continue à la construction nationale. Des catastrophes, on ne les souhaite pas, mais ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Quand ces catastrophes arrivent, la dimension solidarité du gouvernement doit être mobilisée de manière très diligente. D'abord pour panser les plaies, mais ensuite pour prévenir la survenue de ce genre de catastrophe. C'est sur ce chemin que nous sommes, c'est dans cette perspective que M. le ministre de la décentralisation et de la fiscalité locale, M. le maire du district de Bamako et moi-même sommes venus cet après-midi rencontrer les sinistrés pour leur apporter le message financier et le message de solidarité tout court de la nation malienne par son président de la République. Rappelons que la solidarité est un acte qui apporte l'unité, la paix et la tolérance à la nation. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, a célébré le 18 décembre à Sikasso la journée internationale des migrants. Cette année, le thème retenu est « Raconter les histoires des migrants et des réfugiés ». Le gouvernement malien, à travers le ministère malien de l'Extérieur et de l'intégration africaine, s'engage à relever les défis actuels de la migration. Amadou Diallo, Siedunyari. C'est dans la salle de spectacle, la Missa Bengali de Sikasso, que les travaux se sont ouverts en présence de plusieurs responsables administratifs, politiques, experts et des organisations internationales pour la migration. Selon le maire de Sikasso, le choix porté sur sa ville pour abriter cette journée n'est pas le fruit du hasard. Il explique essentiellement l'importance des dynamiques migratoires dans la région et le rôle des migrants dans l'amélioration des conditions de vie des familles. Nous nous sommes interpellés ici dans une zone de production agricole où la migration de plus en plus affaiblit le potentiel de production agricole.
C'est là où nous sommes interpellés et il est important que nous puissions y réfléchir. Nous sommes interpellés à Sikasso. Comme je le dis, c'est notre choix. Le choix de notre ville n'est peut-être pas du fait du hasard parce que nous sommes à l'entrée et à la sortie pour les migrations de proximité et les migrations africaines du Sud. Plusieurs associations de migrants ont partagé leur expérience sur la question. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, HCR, 3740 personnes ont perdu la vie en 2016, 3771 en 2015 et 2500 cas ont été recensés par l'OIM entre janvier et juin 2017. Au dire du ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, ces dernières années, notre pays a été durablement frappé par de nombreux cas d'expulsion et de mort sur les routes migratoires. Pour marquer cette journée édition 2017, les Nations Unies ont retenu comme thème raconter les histoires des migrants et des réfugiés. Il s'agira alors d'écouter des témoignages des migrants qui ont connu des parcours migratoires divers. L'idée de cette journée est de mener des actions nécessaires au renforcement du plaidoyer pour une migration plus humaine dans un esprit de solidarité et de tolérance, de l'intensification d'activités d'information et de sensibilisation contre les risques et les dangers de la migration irrégulière et la diffusion de bonnes expériences en matière de migration. La journée est aussi l'occasion de se souvenir de nombreux migrants morts, disparus, en détention et qui subissent toute forme d'exploitation à travers le monde. Parlant des victimes, les chiffres sont très inquiétants. Le Mali est aussi au cœur de cet enjeu migratoire. Dans ce sens, le ministre salue au nom du gouvernement malien l'engagement des partenaires aux côtés du Mali pour répondre aux défis posés par la migration. La réponse à ces défis, la plus crédible, consiste à travailler en synergie dans une vision commune et dans la responsabilité partagée. C'est tout le sens de notre combat dans la lutte contre la migration irrégulière. Et c'est le lieu pour moi de saluer au nom du gouvernement l'engagement de nos partenaires à nos côtés pour répondre à ces défis. Et là, je salue le représentant résident de l'Organisation internationale de migrants qui est dans la salle ici. Je voudrais remercier ici le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je dois vous dire que dans le cadre du partenariat, effectivement, au niveau du gouvernement, c'est l'un des ministres les plus engagés. Parce que dès que les migrants sont de retour, c'est lui qui veille à les accueillir à l'aéroport, à les interner, à veiller sur leur état de santé. La prestation de l'artiste Didier Bamana sur les méfaits de la migration a été un autre temps fort de cette journée. En marge des festivités commémoratives de la Biennale artistique et culturelle, le ministre de la Culture a organisé ce mardi une conférence de presse au mémorial Modibo Keïta. Objectif, partager les informations essentielles sur l'état d'avancement des travaux préparatoires de la Biennale artistique et culturelle du Mali. Tata Touré y était. La première édition de la Biennale artistique et culturelle du Mali, après 6 ans d'interruption, se tiendra du 24 au 31 décembre 2017. Cet événement est l'une des principales manifestations d'art contemporain exclusivement consacrées aux artistes vivant sur le continent. Face à la presse ce matin, le comité d'organisation a livré les informations majeures sur cet événement d'envergure mondiale. Pour cette édition spéciale, 11 troupes ont été retenues grâce à un tirage au sort qui a permis de déterminer leur ordre de passage lors des soirées de compétition. Il s'agit de Koulikoro, Bamako, Kidal, Tombouctou, Sikasso, Menanka, Taoudeni, Mopti, Ségou, Kaye et Gao. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette édition? Oui, il y a quelques innovations. La première, elle tient à la participation de la troupe de la diaspora. Ceci est une grande innovation de notre point de vue.
Une autre innovation est la participation des personnes vivant avec un handicap et d'autres innovations telles que les caravanes de la Biennale qui offrent des espaces aux troupes régionales pour se produire dans les communes du district de Bamako, dans des espaces publics. Une innovation parce que ce type de participation n'était pas connu dans les éditions antérieures. Les troupes, quand elles se produisaient bien sûr en salle, retournaient bien sûr dans leur dortoir et attendaient bien sûr les prochaines sorties. Et cette fois-ci, après bien sûr les spectacles en salle, les troupes sortiront pour aller dans les communes pour donner des spectacles à l'endroit des populations, bien sûr, qui n'auront pas pu effectuer les déplacements au Palais de la Culture. Je pense que c'est là une grande innovation. La Biennale offre un espace de rassemblement de la jeunesse malienne, du peuple malien. C'est un espace de dialogue interculturel pour les populations, mais c'est aussi un creuset du donner et du recevoir, un espace d'éclosion, de talent pour la jeunesse malienne. Au-delà de tout ça, la Biennale artistique et culturelle est un espace de brassage, d'interpénétration pour les populations et nous pensons que cette Biennale est un puissant vecteur de la paix, de la réconciliation qui favorise le dialogue intercommunautaire, qui favorise la cohésion sociale, les vivre ensemble. Pour les intervenants, la Biennale artistique et culturelle est une belle vitrine de notre pays en matière de culture et de créativité en promouvant l'art dans toute sa diversité et son universalité. Une édition spéciale d'abord parce que depuis 2010, la Biennale artistique et culturelle du Mali n'a pu se tenir. L'édition, d'après celle de 2010, était attendue à Mopti. Elle est toujours là-bas, mais en attendant de partir à Mopti, alors il a été décidé d'organiser cette édition spéciale parce qu'il y a une forte attente de la population du Mali de cette biennale dont elle a la nostalgie. Il y a de fortes réclamations et ces réclamations ont été d'ailleurs exprimées lors des assises sur les grandes manifestations culturelles du Mali qui ont été organisées en février 2016 ici à Bamako dans le cadre de la rentrée culturelle, artistique et artisanale du Mali. Au cours de ces assises, les participants ont fait de fortes recommandations, entre autres le retour des grandes manifestations culturelles telles que le Festival international du Triangle de Balafon et la Biennale artistique et culturelle. Donc c'est dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations que le ministère de la Culture a décidé d'organiser ces manifestations. Pour cette année, les pays invités d'honneur sont le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Rappelons que cet événement culturel est soutenu par l'État malien qui a financé à hauteur de 354 millions de francs CFA. Et avant de boucler cette édition, Amadou Diarra nous fait le point de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Un gros contingent de réfugiés dits vulnérables pourrait être évacué vers des pays européens d'ici janvier 2018. Cette annonce de Roberto Mignone, représentant en Libye du Haut Commissariat aux réfugiés, doit dans un premier temps rencontrer l'assentiment des pays tiers concernés. En attendant une éventuelle réaction de l'Europe, la France est depuis lundi un nouveau pays d'accueil. Le HCR espère de ce fait multiplier les évacuations des centres de détention en Libye. Un peu plus de 44 000 personnes bénéficient du statut de réfugiés sur les listes du HCR. Cependant, pour l'organisation, il en reste des milliers de personnes éligibles au statut de réfugié, un statut crucial pour faire partir des rapatriés.
Toujours en Libye, l'on se penche sur la probable candidature de Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, à la prochaine présidentielle. Il y a encore quelques mois, il était derrière les barreaux à Zenten. Il pourrait peut-être devenir le futur président de la Libye. Saïf al-Islam pourrait en effet participer à la présidentielle prévue théoriquement pour la mi-2018 dans son pays. L'annonce de sa candidature éventuelle a été faite par le porte-parole de la famille Kadhafi et chef tribal libyen Bassem al-Hashimi al-Assoul. Ce dernier a fait savoir que l'ex-prisonnier de Zenten bénéficiait du soutien des principales tribus libyennes et qu'il entendait, une fois élu, imposer davantage de sécurité et de stabilité en conformité avec l'ensemble des factions libyennes. En RDC, encore des révélations dans les meurtres des experts de l'ONU. Il est notamment question de ces dossiers du procureur jamais évoqué qui révèlent le rôle d'agents de l'État. Depuis l'assassinat des 2 experts de l'ONU en mars dernier, le gouvernement congolais n'a cessé de répéter qu'il n'est en aucun cas impliqué dans ce dossier. Mais une enquête menée conjointement par Reuters et RFI laisse croire que des agents de l'État et affiliés ont joué un rôle dans l'exécution des 2 experts. Les dossiers consultés par les 2 organes de presse font également cas de 2 colonels de l'armée congolaise et 3 agents et affiliés de l'État qui sont directement impliqués dans l'organisation de la mission qui a coûté la vie aux 2 experts, même si l'ONU avait déclaré qu'elle avait été incapable d'établir un motif expliquant l'implication des acteurs étatiques. L'étau se resserre autour d'Isabel dos Santos, fille aînée de l'ancien président angolais Eduardo dos Santos. La Sanangol, l'entreprise pétrolière nationale dont elle a été la directrice, a annoncé une enquête sur de possibles détournements de fonds dont elle serait responsable. En Angola, les mésaventures se succèdent donc pour Isabel dos Santos, naguère élément clé du régime. Accusée d'avoir ordonné des paiements et des mouvements de fonds jugés suspects s'élevant à plusieurs dizaines de millions d'euros, la femme d'affaires serait donc sous le coup d'une enquête. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif la Télévision. Bonsoir.